Et une fois n'est pas coutume, merci beaucoup à mon sponsor habituel et chouchou, l'application de lecture Nextory, qui, avec le code qui s'affiche directement sur votre écran ou alors en lien cliquable en barre d'infos, vous offre l'occasion de tester cette application de lecture pendant 60 jours gratuitement. Et si vous ne connaissez, à tout hasard, toujours pas Nextory, eh bien c'est une application pour votre téléphone qui vous permet soit de directement découvrir des livres numériques sur leur plateforme, de les lire en illimité, ou alors de profiter de vos 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours et de découvrir, ou tout simplement de lire et d'écouter du livre audio. Oui, alors on lit un livre, on écoute un livre audio, enfin voilà, vous le dites comme vous voulez. J'ai Nextory sur mon téléphone depuis plusieurs années maintenant, et grâce à cette application, eh bien chaque année j'ai plus d'écoute de livres audio que les années précédentes. Donc à chaque fois, j'en écoute un petit peu plus, et pour l'utilité, la fonctionnalité, le temps que j'y accorde, mes 15 heures de crédit, c'est vraiment pile ce qu'il me faut. Ce que j'aime chez Nextory, c'est que à chaque fois que je me connecte, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles sélections, des nouvelles catégories. Il y a l'aspect calendrier qui nous permet un petit peu de tracer et de repérer les nouveautés à venir sur la plateforme, et comme ça directement les sauvegarder sur son profil en un clic, histoire de ne pas les louper le moment où elles vont sortir. Et dès que j'ai terminé un livre audio, bam, j'en remets un en écoute. Et ce qui fait que j'ai toujours une histoire en cours qui tourne, ce qui me fait quand même à la fin de l'année un joli score de lecture supplémentaire, juste grâce à l'audio et donc grâce à Nextory. Peut-être que c'est le moment idéal pour vous également de découvrir cette application, qui est clairement devenue un petit peu une incontournable dans le monde de la lecture, mais vraiment je les remercie énormément de toujours, de 1, me faire confiance, me permettre de découvrir des titres vers lesquels je ne serais peut-être pas forcément allée en version papier, ou à acheter. Grâce à eux, j'ai pu faire des découvertes. Et n'hésitez pas à me dire si vous testez l'appli avec quel livre vous allez la découvrir, ça m'intéresse. Et bien évidemment, pendant ce bilan, à chaque fois qu'une lecture sera disponible, qu'importe son format sur Nextory, je vous l'indiquerai à l'écran, ça vous permettra peut-être d'aller justement lire ou écouter les premières pages, les premiers chapitres. Comme d'habitude, ces quartiers de lecture sont séparés par genre de livres, plus ou moins, je vais toujours dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de faire 10 000 sous-catégories de sous-genres de je ne sais quoi. Et on va commencer avec le premier de la liste et qui donc va lancer ce quartier de lecture sur la SFFF, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'imaginaire. On va faire directement les deux en un, parce qu'ils sont pas forcément l'un en même temps que l'autre. L'un a été lu au mois de mai, l'autre au mois de juillet, mais j'ai donc lu le tome 2 et le tome 3 de Assistant to the Villain, qui est la suite de cette série, dont le premier tome m'avait fait une très très bonne impression. J'ai même souvenir de l'avoir mis dans mon top de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, donc c'est que vraiment il y avait quelque chose. Le tome 2 par contre, alors lui, j'aurais pu limite le mettre dans mon flop. Tellement je me rends compte maintenant, tu sais, en y repensant et en plus en ayant eu le tome 3 pas longtemps après. J'ai bien aimé le tome 3, ça reste une lecture et une saga qui me fait plaisir, parce que j'aime bien l'univers, le côté un petit peu presque univers de conte, où il y a évidemment un gentil roi, mais on le pense bien, qui est peut-être pas forcément si gentil que ça, et il y a le grand méchant qui se fait appeler le vilain, qui a engagé une assistante dans le tome 1, qui est Evie, notre héroïne principale, et elle, petit à petit, va se rendre compte qu'il y a une malédiction qui pèse sur le vilain. C'est fou parce que je me dis, l'histoire est cool, j'aime bien, là je veux dire j'ai quand même lu 3 volumes, mais c'est beaucoup trop long en fait. Le rythme est tellement mauvais. C'est tu sais, comment prendre une chouette histoire et l'étirer comme ça au plus du plus. Je comprends pas. Je sais pas combien de tomes va faire cette saga, parce que clairement, moi dans ma tête c'était une trilogie. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, faut que ça s'active un petit peu, quoi. Parce que le 2 était vraiment... Je me souviens, j'avais sauté des bouts. Et en même temps, au même moment, j'achetais le tome 3, parce que on avait prévu de le lire en lecture commune avec Alicia. L'histoire est chouette, mais le rythme est nul. C'est chiant, ça, quand même. J'aime bien les histoires d'amour qui prennent un petit peu leur temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, il y a aussi... Une grande part de l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Evie et le vilain, et d'autres personnages entre eux. Mais waouh, si je t'aime, moi non plus, je fais des bisous, mais après je recule, parce qu'en fait, si je te fais un bisou, peut-être c'est la fin du monde, donc ah là là, non, on fait pas ça, c'est je te protège. Mais non, mais t'as pas besoin de me protéger, parce que... Mettez-vous d'accord, en fait, à un moment donné. Une autre histoire qui prend aussi son temps, où les volumes sont comme ça, mais où j'apprécie beaucoup plus le rythme, où je trouve que vu la densité de l'univers, le lore, tout ça, machin... Ok, on peut prendre un peu son temps, et en même temps la série, je sais qu'elle est terminée, donc tu sais, je vois le bout en même temps, donc je sais plus ou moins vers quoi on va, et à chaque fois, les doubles volumes chez Pocket
sont un peu un arc différent. On a eu les 2 premiers, vous savez toujours pas de quoi je parle. Je raconte tout et après je donne le titre, d'accord? Les gens qui font ça d'ailleurs sur Bookstagram, je déteste ça. Ils te font tout un pataquès de ce livre il est comme ci, ce livre il est comme ça, oh là là, c'est le truc le plus phénoménal que j'ai lu de ma vie. Et ils te donnent le titre et à la toute fin. J'ai compris que tu devais d'abord m'appâter et que je regarde ton machin jusqu'au bout, mais juste dis-moi que t'as lu ça et après je t'écoute pour voir ce que t'en as pensé. Mais alors, moi je parle de La Guilde des Ombres, tome 4, chez Pocket, donc le découpage est différent que la première édition. Et en effet, j'ai la sensation qu'à chaque fois, les doubles volumes chez Pocket racontent un peu un arc différent de l'histoire. Donc le tome 1, tome 2, c'était la naissance, ou en tout cas l'enfance et l'apprentissage de Panama, notre héroïne qui va être formée en tant qu'assassin. Elle possède un don qui est quand même assez important, hein. Elle peut donner la mort par le toucher. Rien que ça. À la fin du tome 2, on avait un peu une sorte de bascule dans son arc narratif, qui était clairement terminé d'une certaine façon et qui allait devoir se développer autrement dans tome 3, tome 4, puis ensuite, je pense, encore différemment, là, tome 5, tome 6. Donc là, j'ai terminé le tome 4, je clôture le 2e arc pour moi, et là, tome 5, tome 6, par contre, je veux que ça bastonne, quoi. Là, c'est la fin du monde, et il faut que ça se foute sur la gueule. Ça, c'est déjà bien, voilà, il y a eu des... Ah, si, tac, tac, les gens qui font que écouter. Tu sais, quand je fais des trucs comme ça avec des bruitages, je me dis, les gens qui regardent pas et qui écoutent seulement, de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle est faux folle, elle, hein. Voilà, trop une faux folle. Et moi, ça sent que je suis en vacances, là, hein. Ce tome 4 m'a beaucoup plu. C'est bizarre parce qu'en 800 pages, non, un tout petit peu moins peut-être, je crois, je sais plus. Oui, 970 pages, j'étais bien avec mes 800. Donc je trouve qu'en presque 1000 pages, que tu vois pas spécialement passer, tu pourrais te dire, c'est long, machin, il se passe... Et en fait, il se passe quand même toujours quelque chose. Il y a toujours un truc où t'as un peu peur pour les persos, tu sais pas trop ce qui va leur arriver. Je sais déjà qui on a perdu, j'ai vu des morts dans cette série qui ne m'ont pas plu, qui m'ont fait du mal. Et donc, je vois aussi que l'autrice est capable de te surprendre avec ça. Je me mets à côté, là, et je te regarde. Non, tu veux venir là? Viens là. Oui, dis bien, mon bébé. Oui, dis bien, mon bébé. Pourquoi on leur parle toujours de façon débile à nos animaux, franchement, hein? Je pense honnêtement que quand ils nous entendent faire ça, ils doivent nous regarder et dire « Eh, con machine ou quoi ?» Oh, t'es bien là? Tu veux pas rester ici? Oui, alors là, ça va être un petit peu moins pratique quand même. Tu vas aller où? Tu vas aller là? Tu veux te mettre là-haut? Alors, si tu te tiens tout entier sur mon bras, ça va être compliqué quand même. Là? C'est un concept. Oui. T'es trop beau. Oh oui, fais ta star. Nous poursuivons avec la très bonne surprise de Nettle and Bone. C'est ma came, c'est le genre d'histoire, je peux foncer tête baissée. Je savais pas trop vers quoi j'allais et pendant un bon bout de l'histoire quand même, je me demandais bien ce que je lisais. Mais au final, ça l'a fait. Nous allons rencontrer une princesse qui est la 3e dans l'ordre hiérarchique, si on veut bien. Sa grande sœur va épouser un prince et 6 jours après le mariage, elle décède. Donc, par suite logique, c'est horrible, c'est la sœur du milieu qui va épouser le fameux prince. Arrête, ça fait mal par contre. Attention, hein. Mais arrête. Mais ça va pas de me bouffer le bras. Mais tu fous, toi. Et en allant rendre... Tu te déplaces. Je t'ai vu. En allant rendre visite à sa sœur, je vais y arriver, ça va être compliqué, je le sens. Elle découvre que cette dernière est clairement maltraitée par son mari, le prince. Sauf que tu peux pas juste arriver comme ça et dire « Ah, je suis pas contente, libère ma sœur, arrête de lui faire du mal ». Et à l'âge de 30 ans, se rendant compte de comment vit sa sœur, elle décide de lui venir en aide. Elle va donc partir un peu en quête de quelqu'un qui pourra l'aider à assassiner un prince. J'ai trop aimé. C'était vraiment exactement le genre d'intrigue et d'histoire que j'attendais. C'était petit, efficace, ça allait droit au but. On avait un univers qui, je trouvais quand même, était vachement étoffé, était bien foutu. Tout tenait en 300 pages. L'histoire était bonne, les personnages étaient excellents, c'était assez sombre, et vraiment pile ce que je voulais, finalement. Donc, très contente de cette découverte. J'avais pas trop de doutes quand je l'ai acheté, mais
tu sais jamais, tu peux très bien être déçu quand même. Hein. Et le dernier de cette catégorie, ce sera To Drown a Witch, que j'ai fait donc en lecture en partenariat avec les éditions audio Lizzie. C'était il y a 2 semaines, plus ou moins pour moi. Donc j'écoute cette lecture, et comme je vous le disais pendant le partenaire de la semaine passée, en fait j'arrivais au milieu de l'histoire et j'étais là... Ouais, mais basique. C'est aux collections R de chez Robert Laffont, donc c'est plutôt un label young adulte. Voilà, je voyais un petit peu le lectorat que ça voulait aller toucher, et moi, clairement, au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que je suis juste pas la cible. Voilà. J'ai eu 36 ans là, donc tu vois, des lectures un petit peu de ce genre-là, en plus j'en ai fait plein. Donc l'histoire est assez basique, on est dans un monde où la sorcière ultime fait beaucoup de mal, et où évidemment, plein de gens, notamment la garde royale, essayent de l'attraper. Cette sorcière sait très très bien se cacher, et quiconque possède de la magie tout de suite devient suspect. Et si on te surprend en train de consommer et d'utiliser de la magie, qu'importe le pourquoi du comment, tu vas forcément finir noyé, parce que c'est le seul moyen de tuer la sorcière. Le problème, c'est que la magie, une fois qu'on y a goûté, on devient un peu accro comme à une drogue. Un petit peu comme dans tous les livres de ce goût-là, on va se retrouver avec cette double narration de l'héroïne et du héros. Donc nous avons Ness et Thoran, lui il fait partie de la garde royale bien sûr, elle veut faire évader son père, quitte à utiliser de la magie pour y arriver. Son truc à elle, quand elle consomme de la magie, parce qu'on développe pas tous le même type de pouvoir, elle peut percevoir les magies. Le duo va donc se mettre en chasse, et vraiment jusque là, je me suis dit, ben oui, classique quoi, enfin... Et j'arrive à la moitié, je passe la moitié, et là tout à coup, le côté un peu romance, parce que bien sûr qu'il y a une petite romance, laisse tout à coup place à totalement autre chose, où ça n'a fait que virevolter, tu sais, entre un truc, un autre, un machin, alors presque au bout d'un moment c'était un peu trop, je suis là, waouh, est-ce que je peux juste respirer 3 secondes en fait, plutôt que d'avoir 1000 retournements de situation en même temps. Mais je trouvais que pour un premier tome, en effet peut-être pour un lectorat de 14-15 ans, à partir d'eux en tout cas, même moi à 36, je veux dire, j'ai passé un bon moment. Oui, je suis pas franchement la cible, mais c'était vachement divertissant, et il y a eu beaucoup plus de twists au final pour ce genre d'histoire que ce que j'attendais. Voilà pour les lectures plutôt imaginaires. Nous allons passer au thriller, où j'ai lu au mois de mai Culpa Tua de Joe Furniss. C'était en collaboration avec les éditions Hugo. C'est vendu comme un thriller, mais moi je trouve que c'est un petit peu... C'est pas que c'est mensonger, mais je trouve que c'est pas la bonne appellation. Pour moi, un thriller, il y a un truc un peu plus psychologique. Celui-ci, j'ai trouvé que c'était presque plus un polar. Voilà, et j'aime moins les polars. J'ai eu un petit peu cet effet aussi avec le silence, je crois, de Denis Lehan, où finalement... J'avais trouvé que c'était presque... Enfin, c'est plus un polar qu'un thriller. En tout cas, pour Culpa Tua, c'est l'histoire d'une prise d'otage d'un bus scolaire d'une école privée à Londres qui va se faire donc détourner. Et les gamins qui sont dedans, eh ben, c'est pas n'importe quel gamin. C'est tous des enfants de personnes soit célèbres, riches, influentes, politiques, etc. Sauf une, qui elle est une boursière, mais sa mère c'est personne. Voilà. Et en gros, elle se retrouve mêlée à tout ça tout à coup, un petit peu par hasard. Là où c'était bien tourné, j'avais trouvé, c'est qu'en effet, t'as le côté prise d'otage de ce car scolaire, et de l'autre côté, tu as les parents qui, 15h30, sont appelés par l'école pour dire, bah voilà, en fait, vos enfants, il y a un problème. Et donc, t'as les deux perspectives, les enfants, les parents qui attendent, puis au bout d'un moment, l'horloge fait en sorte que les deux intrigues vont se rejoindre en termes de timing, et ensuite se dérouler ensemble en même temps. L'intensité et le feu de l'action, le côté assez haletant finalement parce que tout va se passer en quelques heures, franchement ça tient hyper bien la route. C'est juste qu'à la fin, j'avais un peu l'impression quand même d'être dans une histoire où, allez, il faut que, tu sais, il faut qu'on envoie, il faut qu'on montre que, bam, ça va dans tous les sens, et puis en fait c'est ça, puis tac tac tac, et puis tout le monde a des secrets, évidemment. Franchement, en tête, un film un peu à la Bruce Willis, ou juste, tu vois, un truc très... Waouh, tout est possible. Où était Statham, quoi, j'ai cherché. Celui-ci, je l'ai mis là, mais honnêtement, je sais pas, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, c'était assez étrange. C'est L'invité de dernière minute de Jason Rekulak. C'était sympa, mais je pense que j'en attendais peut-être un peu trop. On va suivre un
papa qui n'a plus parlé à sa fille depuis 3 ans. Et là, il va apprendre qu'elle va se marier, qu'il va se retrouver à ce mariage. Enfin, la famille du futur mari a l'air blindée. Et lui, il se sent pas trop à sa place, quoi, parce que c'est pas son univers. Il est chauffeur UPS depuis... voilà. Et il commence à percevoir des trucs un peu étranges. Cette famille, le fils, qui a l'air de cacher des choses, qui parle à des gens avec qui il devrait pas discuter. Et tout à coup, un meurtre. Le mariage aura quand même lieu. Mais lui, il est très très mal à l'aise avec l'idée. Donc c'est vrai que pendant toute l'histoire, tout est très malaisant. Et en même temps, juste pas assez pour te faire dire que c'est vraiment assez bon. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pendant toute l'histoire, je me disais, oh, waouh, on va apprendre un truc phénoménal, quoi, tu vois, le truc du mariage, un invité de dernière minute. Enfin, en plus, le titre en français, je trouve qu'il est vachement... il biaise ton idée. Parce que à la fin du livre, j'ai eu besoin qu'on m'explique qui c'était l'invité de dernière minute, quoi. Enfin, qui on supposait qui était l'invité de dernière minute. Je dis, ah putain, si on doit m'expliquer le titre, c'est qu'il y a un problème. Donc je l'ai pas trouvé fou, c'était pas dingue, vraiment pas. Mieux, en termes d'intrigue, c'était le Michel Bussy, Que la mort nous frôle. Je l'ai lu, bien sûr, parce qu'il se passe en Suisse. Voilà, j'étais un petit peu curieuse. Vous savez que j'ai déglingué le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley parce que... Bon, parce que déjà, j'ai pas aimé, mais en plus parce qu'elle se trompe sur tellement de trucs au début, vu que le départ des 7 sœurs, c'est à Genève. Le décor de l'intrigue de Michel Bussy, c'est Vevey. Donc c'est un tout petit peu plus proche de chez moi. Je connais pas spécialement très bien Vevey, mais je sais tout le lien, Charlie Chaplin, etc. Et on va rencontrer 4 jeunes qui se retrouvent dans une sorte d'orphelinat juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc certains, évidemment, ont vécu des choses atroces, ont perdu de la famille, et d'autres sont pas un fardeau, mais sont un poids, évidemment, financier pour leur famille, et ne pouvant pas les assumer, ils les ont placés à cet endroit. Sauf que cet endroit, nos héros sont persuadés qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a des expériences qui sont faites, il y a des statues qui se déplacent dans le parc. Donc, il y a quelque chose de pas net. J'ai eu plein de suppositions pendant ma lecture, évidemment. Certaines étaient pas trop loin de ce qui se passe finalement à la fin. Donc, j'étais assez fière de moi, même si j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, parce que finalement, le fin mot de l'histoire, bien qu'il tienne, hein, c'est pas le problème, mais je me disais que presque c'était trop gros, que tout ça fonctionne comme ça pour le twist. Je peux pas en dire plus. C'était divertissant, ça se lisait très vite. Franchement, je l'ai bouffé en 2-2. Mais la plume, c'est peut-être pas ce que je préfère. Voilà, c'est efficace. Au niveau de la Suisse, ça allait. J'ai pas vu d'énormes erreurs. Voilà, il y a 2-3 trucs sur lesquels j'ai un petit peu tiqué, mais ça peut passer. J'ai beaucoup plus aimé Les Enfants loups de Vera Buck, qui était ma découverte de l'autrice, qui est allemande, je crois. Et cette histoire m'a vraiment énormément plu. Elle est peut-être un peu moins fracassante, tu sais, un peu moins oh waouh, bam, je te montre que c'est fou ce qui va se passer dans cette histoire, et puis la révélation, elle va te retourner comme une crêpe ou que sais-je. Non, c'est presque plus... Tu peux presque deviner, et c'est pas grave si tu devines, parce que finalement, je pense que la révélation finale, c'est pas le plus important de l'histoire. On va se retrouver donc dans un village en Allemagne où... il y a un gros chambardement, il y a une antenne téléphonique qui est en train d'être placée. Et on parle vraiment du cul, du fin fond, du bout du monde, où en fait les gens qui vivent là-bas ne souhaitent pas spécialement le progrès. J'ai un problème avec les prénoms là, en même temps j'en ai lu beaucoup ces derniers temps, donc voilà, ne m'en veuillez pas. Notre héroïne a perdu sa meilleure amie. Elle faisait du camping sauvage, elle n'avait pas le droit, et cette dernière s'est fait enlever. Voilà, elles ne l'ont jamais revue. Tout le monde a accusé que c'était une attaque de loup, voilà, juste l'affaire a été classée. Et elle y croit pas du tout. Donc là, elle se met en quête un petit peu de retrouver la trace de sa meilleure amie. Et ça tombe un peu au même moment où, à nouveau, des jeunes femmes disparaissent. Donc est-ce que c'est lié avec ce village? Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années? J'ai trouvé que c'était bien écrit. Toute l'ambiance autour de ce village qui veut limite vivre en huis clos comme ça, rien qu'entre eux, etc. C'était bien foutu. J'ai pas vu venir certaines choses, le truc final un peu plus, mais entre deux, finalement, je trouve que, en effet, la révélation, c'est pas le plus important. C'est presque tout ce qui se passe entre deux qui est plus marquant.
J'ai poursuivi dans ce genre-là avec La Maison Rouge de Rose Watkins. Donc ça, c'était les éditions H&O qui me l'avaient envoyé en format numérique. Donc je les remercie encore une fois beaucoup. Et écoutez, c'était sympa. C'était pas parfait. J'ai trouvé que dans cette histoire, qui m'a rappelé quand même un petit peu les lieux sombres de Gillian Flynn, qui est, je pense, encore aujourd'hui, bien que ça fait plus de 10 ans qu'elle a rien écrit, une de mes autrices de thriller favorites. Gillian Flynn, dans Les Lieux Sombres, nous avait raconté l'histoire d'une tuerie familiale où la mauvaise personne avait été accusée, tout ça, et des années plus tard, quand la seule survivante était adulte, elle réouvre l'histoire, un petit peu malgré elle, pour réenquêter sur ce qui s'était passé. Et là, on va avoir un peu la même chose. Comment elle s'appelle ? Son nouveau prénom, c'est Eve, mais elle avait un autre prénom avant, elle s'est juste détachée de ce qu'elle était avant, a subi la tuerie de toute sa famille, donc ses parents et son petit frère qui était encore bébé, et celui qui a été accusé, c'est Joseph, son grand frère, qui, juste après les crimes, est tombé dans le coma et ne s'est jamais réveillé. On comprend que Joseph était en train de coder un jeu vidéo avec un copain. Au moment de la tuerie, le jeu ensuite a été terminé par ce meilleur ami et que visiblement dans ce jeu, il y aurait peut-être des pistes, des indices sur pourquoi il aurait tué sa famille. En fait, il y avait des trucs dans cette histoire où je me disais, c'est quand même, ça tombe bien que elle ait ça, par exemple. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il se passait des choses où c'était pour arranger l'intrigue. C'était pour aller dans ce sens-là, surtout pas d'un autre côté. Ça arrangeait bien que le personnage possède ou ne possède pas cette faculté-là, par exemple. Ou qu'elle rencontre quelqu'un qui, comme par hasard, est très doué dans ce domaine-là. Il y a vraiment jusqu'au moment de l'épilogue où tu termines l'histoire, je me suis dit, ouais, oui, cool, sympa, mais pas waouh non plus. L'épilogue m'a fait un petit côté un peu plus waouh, mais là encore une fois, l'épilogue ne fonctionnerait pas si l'un des personnages n'avait pas cette faculté-là, enfin cette non-faculté-là en l'occurrence. Donc je me disais, ça tombe quand même vachement bien, hein. Faudrait surtout pas que ça se passe autrement. Et on termine avec Middle of the Night de Riley Sager, que j'ai lu tout dernièrement, là, fin juillet, qui là, un petit peu comme pour Les Enfants Loups de Vera Buck, va nous raconter le camping pas si sauvage que ça, parce que là, ça se passe dans un jardin de banlieue dans les années 90, deux copains qui ont une dizaine d'années font du camping, dorment sous tente plutôt, et le lendemain matin, l'un des deux a disparu. On ne le retrouvera jamais. On est 30 ans plus tard, et l'autre copain, Ethan, qui était là dans la tente et qui a donc rien vu, malheureusement, est évidemment toujours encore aujourd'hui pris de remords, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il va un petit peu décider de réenquêter sur cette disparition. Et c'était long. Oh, qu'est-ce que c'était long. Clairement pas le meilleur Riley Sager. J'ai largement préféré les autres. J'ai pas failli l'abandonner parce que vraiment je voulais quand même savoir, et j'aime pourtant bien ses intrigues en général, j'ai jamais été déçue, sauf là, où vraiment l'intrigue je l'ai trouvée un peu plan-plan. Au moment où t'arrives enfin au bout, on te donne un premier truc, tu fais ok c'est ça, mais en fait c'est pas ça. Hop, on te donne un deuxième truc, ah oui ok, bon c'est ça, ça paraît bizarre, mais et finalement c'est pas ça. Et tu vois, jusqu'à ce qu'on fait ah en fait non, en fait si, en fait ça. Pas le meilleur. On poursuit avec le contemporain. Un des livres que j'ai préférés, là je pense ces derniers temps, c'est Sainte-Omer-Dresse de Audrey Alouette. Je vous ai pas parlé de coup de cœur encore pour l'instant parce qu'il y en a pas eu, mais ils arrivent, promis. J'en ai un ou deux là en tout cas qui sont très très bien placés en termes de bonnes notes. Et Sainte-Omer-Dresse en fait partie, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et là on va rencontrer Suzanne qui gagne au loto et sur un coup de tête faramineux, elle décide de dire ciao à sa famille de toxiques là, et de s'acheter un manoir en mauvais état. Donc elle crame tout son gain au loto pour acheter ce manoir, et après elle a plus de thunes pour le meubler. Voilà, donc elle fait venir des gens qui ont besoin d'un toit avec leurs meubles. Il y a notamment le médecin du coin, elle va recueillir une autrice de roman à qui on l'a faite à l'envers à Paris qui a besoin de se reconstruire et d'aller ailleurs. Elle va également héberger un jeune sapeur-pompier qui a un petit peu des différends avec sa famille, et en fait, à eux quatre, ils vont créer gentiment, est-ce qu'on peut dire qu'ils forment une secte, enfin un culte, probablement. Ils découvrent dans le jardin du manoir une tombe d'une
prétendue sainte qui a été un peu oubliée là et qu'ils vont un petit peu faire renaître et à qui ils vont prêter certaines choses, voilà. Et petit à petit, en fait, il y a des gens qui vont commencer à croire un petit peu à tout ça, et ils vont se servir de cette image pour, des fois, effectuer, peut-être pas des vengeances, mais ouais, pas loin. Je pense que ce que j'ai le plus aimé dans la construction de l'histoire, c'est qu'on a le point de vue de l'autrice de romans parisienne qui a dû partir et qui est venue se réfugier là, qui est en train d'écrire l'histoire. Donc tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est déjà produit et elle le réécrit pour nous, finalement. Donc on a un peu des fois des petites piques de « Ah, si on avait su ce qui allait se passer plus tard, on aurait peut-être agi différemment à ce moment-là » et tout. Donc évidemment, tu prêtes un peu plus attention à certains détails parce que tu te dis « C'est quand que ça va leur péter à la gueule, quoi, en fait ?» Et tout le temps, il y a une sorte d'escalade à un moment donné où ça y va encore plus. Mais pourtant, à aucun moment, je me suis dit « Oh là là, là ça va un peu trop loin, là c'est peut-être un peu too much ». Parce que je trouvais que dans l'ensemble, Audrey Alouette arrivait à donner une sorte de cohérence à tout ça. À être là, oui, je vais t'en mettre plein la vue. Tu vas trouver que des fois ça va aller trop loin. Pourquoi n'en faire qu'un petit peu quand on peut faire beaucoup? Et je pense que ce que j'ai préféré dans cette histoire, c'est tout ce côté un petit peu female rage quand même, le côté féministe, sororité, mine de rien, bien que c'est très mélangé aussi à de l'amour. Il y a quelque chose qui vient un petit peu te titiller là au travers de toutes ces injustices, tous ces gens sur qui on a marché, qui se sont laissés faire pendant tant de temps, qui n'ont rien dit, qui n'ont pas eu de justice, et qui au final se réveillent un peu et se disent « Bon, maintenant ça suffit, c'est notre tour ». Et je pense que Sainte-Emmerdresse, elle est là pour ça justement. Elle est là pour venir emmerder les gens et leur dire « Fermez vos gueules et maintenant, foutez-nous la paix ». Dans cette catégorie, on poursuit avec La Maison idéale de Kate Collins, dont je ne vais pas garder un souvenir plus que ça. L'histoire aurait vraiment pu être bonne, vu qu'on va suivre 2 temporalités différentes dans la même maison. Et cette maison, il s'est passé des choses un petit peu étranges, les familles qui viennent y vivre vont commencer à y vivre des choses un petit peu spéciales. Ce qui est surtout pour moi abordé, je pense qu'on va beaucoup parler de la solitude maternelle, d'une maman qu'on va un peu garer ici. Tiens, la super jolie maison, certes tu es seule au monde, il te faut je sais pas combien de temps pour descendre au premier village, mais hé, regarde la baraque chérie, attends, quand même, tu vas pas dire que, je te traite bien, t'as une jolie maison et tout, avec les enfants, vous avez de la place, etc. Oui, mais chérie, je me sens seule, super, t'es jamais là, tu pars bosser en ville toute la semaine, tu rentres pas, et moi je me retrouve solo ici, avec un bébé et un enfant en bas âge, donc... non, ce n'est pas un gentil cadeau, non. Ça m'a un peu fait penser à ça. Et en même temps, j'ai trouvé qu'on pouvait aussi lire un petit peu quelque chose du Papier peint jaune de Charlotte Gilman Perkins, que j'ai lu et que j'ai bien aimé, qui parlait justement de la dépression postpartum, et celui-ci, je pense qu'il veut faire un petit peu la même chose, mais bon, il ne le fait pas aussi bien. Il y a un truc un tout petit peu justement où des fois tu dis « Oh tiens, on frôle un peu le surnaturel », mais on n'y va pas complètement. Donc en gros, il y a une brèche avec 2-3 fantômes, et on s'y engouffre jamais réellement, j'ai l'impression. Donc, c'était pas fou. C'est dommage parce que vraiment, je pense qu'on aurait pu aller bien plus loin. Je me suis vraiment très bien rattrapée parce que je pense que ça, c'est mon deuxième... avec Sainte-Emmerdresse, c'est mon coup de cœur numéro 2 de la période. C'est Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. Je pleure pas souvent quand je lis un livre parce que, honnêtement, je pense que je sais pas, juste un peu comme... La quête horrifique, dont je vous parlerai après, j'ai plus à l'écran, t'as la musique, t'as les acteurs, t'as tout, machin. Non, je peux pleurer pour une pub, pour de la pâtée pour chien, je pense, tu vois, selon comment elle est faite, aucun problème. Dans un livre, ça va être plus difficile d'aller me chercher les émotions, quoi, tu vois, vraiment. Je peux être touchée et tout, mais vraiment de là à être émue réellement, c'est plus compliqué. Celui-là, il aura réussi. Emma épouse, comment il s'appelle déjà? Jessie? Je crois qu'il s'appelle Jessie, son mari. Ils vivent vraiment l'idylle parfaite, quoi. Jessie va partir faire un travail, et pour ça, il prend un hélicoptère, et l'hélicoptère va se cracher. Donc, Emma se retrouve veuve, elle part revivre dans sa ville natale, elle décide finalement de reprendre la librairie de ses parents, et elle se reconstruit petit à petit, donc le temps passe, fait son œuvre, et elle reprend contact avec
C'était pas vraiment un premier petit copain, mais voilà, elle sentait qu'à l'époque déjà il aurait bien voulu, finalement elle l'a un peu friendzoné à l'époque. Et ils s'étaient vraiment reparlé, je crois que c'est Sam. Donc Sam et Emma vont se redonner une chance à ce moment-là. Il sait ce qu'elle a traversé, que c'est dur. Mais ils sont sur le point de se fiancer, ça fait 2 ans qu'ils sortent ensemble, et ça fait 4 ans que Jessie est portée disparue, et Jessie réapparaît. Donc l'enfer commence. Parce que comment tu vis avec les 2 amours de ta vie? Je veux dire, en fait, c'est pas tant qu'il y a une tension absolue, qu'il y a, je sais pas moi, un truc, un suspense insoutenable sur leur relation et tout, parce que je pense que très vite tu peux comprendre vers quoi ça va aller. Et en même temps, j'essayais de me dire, mais ça doit être tellement une situation horrible, mais pour tout le monde, que tu prennes Sam, qui lui se disait « Oh bah c'est bon, voilà, je suis avec elle, c'est la belle vie, on est heureux ensemble, on a nos petites habitudes et tout, et je vais la demander en mariage. » Et bam, non, il y a le mari mort qui revient. Comment tu gères, comment tu vois, tu dois t'effacer un peu parce qu'il doit aussi pouvoir se remettre, mais en même temps tu veux pas parce que c'est ta meuf maintenant quoi en fait, tu vois. T'as Jessie de l'autre qui lui revient après 4 ans, qui s'est battu tout ce qu'il a pu, qui a traversé un truc traumatisant, etc., qui veut juste rentrer et retrouver la femme qu'il aime, et au milieu de tout ça tu as Emma qui a été dévastée, triste et tout ça. Elle arrive enfin à se reconstruire, et en même temps au moment où elle est en train de se reconstruire, bam, le mec qu'elle pensait perdu à jamais, il revient. Mais ça m'a déchiré le cœur. Franchement, c'était... Je peux pas vous dire autrement. C'était tellement beau, et en même temps tellement simple, parce qu'il n'y a pas 1000 solutions. Du coup, évidemment, j'en ai fait un réel, ce qui m'arrive pas souvent, mais parce que je voulais vous le conseiller, parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Et c'est marrant parce que du coup plein de gens m'ont dit oh, il faut que je le lise aussi et tout, mais moi j'ai lu Atmosphère et incroyable aussi, j'ai pleuré et tout, et ça tombe bien parce que Atmosphère est toujours dans la pioche estivale, donc j'espère le sortir là au mois d'août, et peut-être que je vais pleurer aussi de nouveau, qui sait. Lui je suis pas trop sûre de pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie là, mais en même temps je savais pas trop où le mettre. C'est le tome 3 des Mystères d'Eversand de Victor Dixon. J'arrive au bout, encore un tome que je prévois de me faire là je pense pendant le mois d'août. Tome 3, plutôt différent, parce qu'on va quitter l'île. Donc pour rappel, les Mystères d'Eversand, c'est cette histoire d'une jeune femme qui arrive sur une île où une famille tient un domaine très particulier, où ils ont un rapport avec leurs ancêtres qui franchement est un petit peu toxique et chelou, si vous voulez mon avis. Et puis il y a tout un truc aussi relié à cette île, les gens ne peuvent pas en partir comme ça, ceux qui arrivent de l'extérieur perdent gentiment la mémoire de leur vie d'avant, et notre héroïne capte assez rapidement qu'il y a anguille sous roche, là-bas à travers. Et donc elle va un peu mettre tout en œuvre pour comprendre et peut-être aussi potentiellement briser le joug de cette famille qui a l'air un petit peu étrange, voilà. C'est juste que ce qui me perturbe avec cette saga, c'est que j'arrive à sentir que c'est pas si fou, que c'est même un peu mauvais à certains moments. Il y a clairement des aspects de l'histoire, notamment les romances, qui sont mais d'un gnangnan absolu. Et puis en même temps, j'ai envie de savoir. Je veux comprendre ce qui se passe sur cette île, je veux savoir c'est quoi tout le lien avec les ancêtres et tout, enfin voilà. Donc je me suis laissée happer par le truc. En même temps, c'est un peu comme quand tu te laisses happer par un téléfilm l'après-midi, tu vois. C'est pas fou, les acteurs sont pas dingues et tout, mais il y a une enquête, un truc, un drame, que sais-je, et du coup tu veux savoir comment ça va se terminer. Ben, c'est un petit peu ça. Dompter les vagues de Wendela Vida, ça a été aussi une très jolie découverte. On est à San Francisco dans les années 80, 90, par là autour. Et on a une bande de copines qui vont vivre un événement. Ensuite, 3 d'entre elles vont affirmer quelque chose, et la 4e, pour elle, n'a pas du tout vécu ça comme les 3 autres le prétendent. Donc, elle ne raconte pas la même histoire. Ce qui fait que les 3 autres, leur histoire, comme elle était un peu plus farfelue, ben elle tombe un peu à l'eau. Et sauf qu'à partir de ce moment-là, Eulabi, donc la 4e qui a dit radicalement autre chose, va se faire mettre de côté par les 3 autres. Parce que ben voilà, t'as pas été dans notre sens, quoi. Et notamment dans le sens de
Maria Fabiola, ça ne s'invente pas, qui est un peu la reine des abeilles. Maria Fabiola, elle raconte toujours un petit peu des histoires, des choses, il faut qu'elle... Voilà, elle est tellement différente des autres, quoi, finalement, qu'elle aime bien ranger un petit peu certaines choses pour que ça aille dans son sens. Et quelques mois plus tard, juste avant Noël, Maria Fabiola va disparaître. J'ai bien aimé parce que on avait pour moi un peu la perspective de ces histoires d'adolescentes, ou en tout cas d'enfants, qu'on se raconte des fois, et qui vont prendre dans nos têtes une proportion gigantesque, tu sais. Enfin, je me rappelle des fois, en lisant mon journal intime, je me faisais cette réflexion, je me disais, waouh, quand même, tu te faisais une montagne d'un truc qui en fait est tout petit comme ça, quoi. Et je pense que ce qui donne à ce livre vraiment cette vision de la critique, vraiment de ce qu'est l'adolescence, dans un groupe en plus, où ben, tu veux un petit peu avoir ta place, où tu veux pas être mise de côté, c'est l'épilogue. C'est le 19 ans plus tard, ou le 29 ans plus tard, je sais plus combien, bref, des années plus tard, et où tu les revois adultes. Et j'ai trouvé que ça, cette vision de, tu vois, qu'est-ce qu'on est devenu après, ça me fait un petit peu penser un peu à ces discours qu'on dit où les populaires du lycée, ou en tout cas les populaires de l'école, souvent, c'est pas forcément des gens qui vont rester populaires après. C'est juste que c'est cette parenthèse-là qui leur a un peu donné... qui leur a fait croire qu'ils avaient une couronne sur la tête et puis des ailes, quoi, finalement. Alors que... pas tant que ça. Dernier de cette catégorie, mais honnêtement, j'ai hésité à le mettre dans plutôt polar, policier, etc. C'est Désenchanté de Marie Vareille, parce que finalement, on va enquêter sur une disparition, celui de Sarah Leroy, qui, en 2001, a disparu. Quelqu'un a été arrêté pour sa disparition, et surtout, un certain groupe de filles de l'époque avait été vu en train de se disputer avec Sarah quelques jours avant sa disparition. Est-ce que la bonne personne a été arrêtée? Est-ce que les coupables traînent toujours dans la nature? On est environ 20 ans plus tard, et Fanny Courtin, qui a grandi dans la ville où Sarah a grandi également, doit créer un papier sur cette affaire. Voilà, on est sur les 20 ans de la disparition, tout ça, et vu qu'elle attend un peu une promotion, elle a pas envie, parce que sa petite sœur est très clairement liée à cette affaire. Plus elle se tiendra éloignée de cet endroit et de ce qui s'y est passé, mieux ça vaudra. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Elle doit quand même retourner sur place pour plusieurs raisons, dont sa chef qui lui demande de faire un papier là-dessus, et elle va embarquer avec elle sa belle-fille, Lilou, qui est une adolescente un petit peu rebelle, évidemment. Et Lilou, en plus, elle découvre un petit peu l'affaire. Donc elle va se prendre au jeu d'enquêtrice et elle va vouloir un petit peu savoir ce qui s'est passé. Franchement, je pense que Marie Vareille est vachement douée quand même pour te balader d'un côté puis de l'autre, tout en rendant son histoire finalement tellement addictive que je ne l'ai pas vue passer. Je l'ai bouffée en 2-3 jours là, avec quand même la vie de tous les jours qui continue, tu vois. Et j'étais à fond dedans, et j'avais mes petites théories, et j'étais là, ça peut être ça, et patati, et patata. C'est bien dosé. En fait, les témoignages de chacun, les points de vue de tous ces personnages arrivent toujours au bon moment pour te donner envie de continuer. Tu te dis, vas-y, encore un chapitre, allez, je veux... Puis tu vois le titre du chapitre suivant, tu dis, je lis encore celui-là, puis encore l'autre, puis encore l'autre. Donc, et c'est bien foutu, parce que ces histoires, elles tiennent, t'es curieuse, t'as envie de savoir... Et t'es embarqué, c'est... Est-ce que c'est un coup de cœur monumental? Non, mais j'ai passé un super moment. C'est hyper agréable, j'ai trouvé, quoi. Continue avec l'horreur, que j'ai classé à part, vu mon petit challenge perso. Et donc nous en avons 3, mais un dont je vais passer très vite dessus, parce que j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, c'est Les yeux sont un morceau de choix, de Monica Kim, qui a donc gagné... le prix du New York Times de la nouvelle horrifique de 2024, je crois, un truc comme ça. Donc évidemment, j'avais un peu beaucoup d'espoir pour ce livre, qui n'était pas si fou. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi il avait gagné. Mais enfin bon, moi, avec mes critères, il pouvait pas gagner. On va découvrir, elle a quoi? Elle a une vingtaine d'années, elle est à l'université, elle a une plus jeune sœur, la maman vient de se faire quitter par le papa, qui est parti, qui a été voir ailleurs, et après plusieurs mois un peu de dépression, la maman sort de nouveau avec quelqu'un, et le nouveau copain de leur mère, c'est vraiment
le connard raciste blanc des États-Unis profonds, de la pire espèce. Non, mais vraiment, c'est le mec basique de plus de 60 ans, là, en l'occurrence, j'imagine, que tu souhaites pas avoir comme beau-père, quoi, en gros, voilà. Il est pas vraiment méchant, mais tu sens qu'il pourrait le devenir, et il a, tu sais, les petites piques un peu qui vont pas, puis qui font mal, puis qui, voilà. Mais la maman, elle est tout sourire devant, parce que, bah, voilà, il est amoureux, elle aussi, enfin, bref. Donc elle se voile complètement la face, les filles sont pas dupes. Il y en a une qui développe un certain goût pour quelque chose qui est spécial. C'était bien, mais non, c'était pas si bien. Non, je peux pas dire que c'était bien. C'était pas fou. En fait, j'avais envie de savoir parce que j'attendais un truc un peu, je pense en particulier. Puis bah, c'est jamais venu. Donc, j'étais un peu restée sur ma faim, quoi. Oh, sur ma faim. Les yeux sont un morceau de choix sur ma faim. Les 2 prochains, je vais les passer aussi un petit peu parce que je vous en ai parlé dans La quête horrifique, c'est hell.com de Patrick Sénécal, que ça j'ai beaucoup aimé ça par contre. Ça je pense que c'est ma cam horrifique, parce que vraiment, c'est la vraie horreur de l'être humain. Et donc, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de... Non, c'est juste la vraie vie de gens qui ont trop d'argent, qui s'embêtent, et qui pensent juste que... Everything's possible, je peux tout faire, j'ai de la thune. Allez, j'achète la torture de ce mec sur le dark web. Ouais, voilà. Puis comme il aime bien décrire certaines scènes, il n'y avait pas trop de doute que l'être humain était un petit peu perdu, mais là j'avoue que ce genre de livre-là, tu te dis... Et puis, Sénécal, très fort pour te mettre hyper mal à l'aise dans absolument toutes les scènes possibles et imaginables. Voilà, limite j'entendais certains bruits dans ma tête. Et dans cette catégorie, on peut terminer par Visqueuse de Morgane Cossarieux. On est pile dans l'entre-deux-guerres et elle est passionnée de cinéma horrifique qui débarque un petit peu gentiment par les studios Universal, tout ça. Elle a l'occasion d'aller en voir à la supérette du coin, parce que le gars qui tient la supérette est monstre fan de films de monstres. Et son père, qui est une sombre crevure, pêche un jour une sirène des marécages qui vont appeler la vouivre, parce que un peu dans leur imaginaire, c'est à ça que ressemblerait la vouivre si elle existait. Et lui va tout à coup avoir une sorte de fascination pour cette créature qu'il a pêchée. Et sauf que elle a rien à faire là, quoi, la pauvre. Voilà. Ensuite, on va avoir le point de vue de Huguette qui doit venir souvent un peu s'occuper de la créature. Et plus tard, on va avoir le point de vue d'une nonne naturaliste, ça ne s'invente pas, qui va entendre parler de cette vouivre, de cette sirène, et qui veut absolument venir l'étudier. Tous ces personnages féminins qui représentent quand même différents stades pour moi de... à la fois soit de la Vierge, la mère, la vieille femme. Tout un côté aussi sur la transformation, l'acceptation de son corps, l'innocence, la perte de l'innocence. Il y avait des super messages qui étaient passés là à travers, tout en gardant un côté assez poisseux, un peu sale comme ça, un peu marécageux quoi finalement. Plein de gens m'ont demandé s'ils trouvaient pas qu'il y avait un lien avec Blackwater, et j'ai pas trouvé tant que ça. À part le côté, oui, l'eau, créature des eaux, peut-être un truc comme ça, mais on n'est pas vraiment sur les mêmes types de créatures de toute manière, enfin pas pour moi en tout cas. Il y a aussi une assez bonne explication du pourquoi du comment cette vouivre, donc très bonne lecture. J'ai trouvé très agréable. Là aussi, encore une fois, pas forcément parfaite, il y a 2-3 scènes où franchement j'étais à... Pourquoi? C'est même pas horrifique, c'est juste très dérangeant. Mais bon, après ça peut aussi faire partie de l'histoire que de déranger avec ça. Côté romance, j'ai lu Ex-Hex, un baiser maudit, le tome 2 de Erin Sterling. J'avais préféré le premier. J'en garde un meilleur souvenir. Le 2, je me suis méga embêtée. Je l'ai trouvé plan-plan. Oh là là. Donc on est dans cette ville où, en gros, toute la ville tire son pouvoir d'une famille de sorciers. Mais la famille de sorciers en question, ils se sont un peu attribué le mérite, alors qu'ils en avaient aucun. Ça, c'est un peu l'histoire du premier tome. Et là, dans le 2, c'est le frère du protagoniste du 1 qui doit arriver pour un truc que son père lui a demandé d'aller faire là-bas. Et c'est la cousine de la protagoniste du 1 qui est sur place et qui va devoir un petit peu gérer le gars, là, qui débarque et qui, bien sûr, vient lui faire de l'ombre, alors qu'elle s'en sort très bien pour tenir la ville correctement. Voilà. C'était tellement cliché. J'avais vraiment bien aimé le 1. Mais là, waouh! On l'a fait en lecture commune avec Émilie et Alicia. Émilie est en train de nous lâcher, mais alors sévère.
C'est pas moi qui ai choisi, hein. Je pense que vous vous en douterez un petit peu quand vous allez savoir ce que c'est. On a lu Lights Out de Navessa Allen. Bon, ben voilà, j'ai testé, c'est définitivement pas mon truc. Donc c'est une dark rom-com, je reprends les termes qui sont énoncés au début du bouquin, c'est une dark rom-com, avec plein de trigger warnings et d'avertissements divers et variés, qui va nous raconter l'histoire de Ali, qui est urgentiste en traumatologie, et son petit kink dans la vie de tous les jours, comme ça, quand elle a un peu de temps chez elle, c'est de regarder des vidéos de mecs masqués sur les réseaux sociaux qui font des transitions un peu sexy, voilà, bref. Et elle en a un préféré, bien sûr, qui, chance incroyable, est le coloc de son ex. Mais, oh là là, mais ça tombe trop bien quand même. Ce fameux coloc, donc homme masqué, va découvrir que Ali est un petit peu intéressé dans ce genre de fantasme et il va un peu la prendre au mot quand elle dit « Ah là là, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un m'attende masqué dans mon appartement. » Mais qui souhaite ça? S'il vous plaît. Oh. Donc, le roman va se concentrer sur ça, leur petit fantasme à eux deux. Bon, au pire... C'est pas ma cam, ok, c'était très mal écrit, et voilà. Mais on peut relever que, à certains moments, c'était drôle. Que les personnages, au pire, sont en cohérence et en conscience de ce qu'ils aiment, et que, entre eux, ça fit, quoi. Enfin, je peux pas dire ça autrement. Voilà, lui, il aime bien ça, elle aime bien soi, bon bah, voilà, ils se mettent plus ou moins ensemble, voilà. Mais moi, pour moi, oh là là, les transitions de scène n'ont aucun sens. C'est d'une violence. Tu passes d'un truc hyper poterie à oh là là, il s'est passé ça à mon job et du coup je suis stressée et tout à repoterie parce que j'ai besoin de me détendre, donc pour me détendre j'aurais plutôt besoin de ça. C'est bon, j'ai testé la dark romance, maintenant j'ai testé la dark rom-com, visiblement, ben je peux mettre au placard les deux, c'est bon, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Et la prochaine lecture commune que je fais avec les filles, je vous jure que c'est moi qui choisis la lecture, parce que là... Ah ouais, je l'avais terminé que là. Ah tiens. Tome 3 de la saga des Casalettes. Voilà. Bon écoutez, je vais pas m'éterniser sur cette saga, hein, parce que je suis en train de la continuer, donc ben... Juste, c'est la suite, quoi. Voilà. Mais je l'ai lu, et il était bien. On termine par les 3 abandons. 3 mois de lecture, 3 abandons. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assez loin dans la plupart, hein. Donc When Devils Sing de Xan Kaur. C'est dommage parce que vraiment j'avais fait 50% du livre, je pense, et en fait je me faisais tellement chier que je me suis dit stop. Ça ne vaut pas la peine de continuer. On est dans cette ville aux États-Unis où tous les 13 ans il y a des sauterelles qui arrivent et c'est un peu un cycle hein, qui se reproduit à chaque fois. Et il y a une partie de la ville qui vénère un petit peu ce truc des sauterelles et qui font des trucs un peu chelous en lien avec ce moment des sauterelles. Et comme par hasard, au même moment, il y a un gamin qui disparaît. Donc, t'as plusieurs profils d'autres gamins de la ville qui vont mener un petit peu leur enquête là-dessus. Et en fait, on est arrivé à un moment de l'histoire où, littéralement, on te donne le « bah c'est ça qui s'est passé ». Puis je suis là, mais on n'est même pas à la moitié du livre. Donc soit... truc de fou et twist incroyable de la fin, il s'est pas du tout passé ça et juste c'était pour te mener en bateau, mais vraiment, enfin c'était tellement évident pour moi que c'était ça dès le départ, que je me suis dit mais je vais pas perdre mon temps à aller jusqu'au bout en fait. Puis j'étais pas intéressée, les personnages m'intéressaient pas et ils étaient plan-plan. Un peu la même chose pour A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Celui-là pourtant j'avais, enfin ouais, je sais pas pourquoi, je m'étais dit que, un peu comme Ex-Hex, tu vois, ça va être sympa, petite ville, elle invoque un démon sans faire exprès, parce qu'elle voulait invoquer un morceau de un paquet de farine. Bon, loupé, c'est un démon, et pour le faire partir, techniquement, elle devrait lui vendre son âme. Bon bah elle veut pas, bien sûr, parce que c'était une erreur de livraison, monsieur. Mais il y a eu tellement, en peu de temps, hein, j'ai même pas lu la moitié, je pense, et il y a eu tellement de scènes qui m'ont mise mal à l'aise pour la personnage principale, que j'étais là, mais pourquoi vous lui faites ça en fait? Pourquoi vous êtes si méchant avec elle? Y a aucun soutien, t'es censé tomber sur la meilleure amie qui est là pour la soutenir et tout, alors qu'elle fait que l'enfoncer tout le temps. J'étais là, mais dégage-moi cette meilleure amie qui n'en est pas une, s'il te plaît. Le mec, il est insupportable. Oh, je sais pas si c'est le côté démon qui le rend insup, mais alors,
Ah, j'avais envie de le renvoyer, mais au 36e dessous, là, parce qu'il était chiant, mais chiant. Et vas-y, quand quoi, en 24 heures, limite, il se bave déjà dessus. J'étais là, ça va un peu vite en besogne, là, quand même, non? Enfin, techniquement, il veut te bouffer ton âme. Techniquement, tu voulais un sac de farine, quoi. Et là, on est tranquille à l'aise de se dire qu'on a envie de se choper. Excusez-moi, mais on a vraiment visiblement pas les mêmes priorités. Hein. Et le dernier, c'est je pense ma plus grande déconvenue entre les trois, c'est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Où je suis passée à côté. Bon, je suis passée à côté de la plume, je suis passée à côté de plein de choses. Voilà, j'ai pas réussi à me foutre dedans. C'était incohérent, il y avait trop de passages de l'un à l'autre, enfin tout ça. Alors que l'histoire, vraiment, sur le truc, c'est tellement mon truc. Il y a des bonds dans le temps, oui, et j'avais envie de ça. Il y a des femmes qui vont disparaître, et personne ne va croire évidemment que ces femmes ont disparu pour une bonne raison. Pour eux, c'est des fugues, c'est des suicides, c'est des femmes qui étaient là au mauvais endroit, puis elles ont pris trop de drogue, et puis voilà. Et tout, j'étais à fond en fait, j'étais vraiment à fond. Je voulais, mais je reprenais tellement pas le livre avec plaisir que j'étais même pas à la moitié, que j'étais là. Oh, comment je vais faire pour arriver au bout, quoi? Bon, bah j'y suis pas arrivée. Voilà pour ce quartier de lecture. J'espère qu'il vous a plu. C'est également la dernière vidéo avant mes 2 semaines de vacances. Il n'y aura pas de vidéo les 2 prochains dimanches. Nouvelle vidéo le 23 août. Voilà, ce sera la reprise des vidéos. Septembre, on va reprendre les lives aussi, tout ça. Donc bref, restez dans le coin, suivez si vous y êtes sur Insta un petit peu, voilà, je pense que je posterai peut-être un petit peu pendant les vacances 2-3 petites choses, mais ne m'en demandez pas trop non plus, hein. J'espère quand même que vous passez un bel été, que vous essayez, je sais qu'on essuie canicule sur drame entre les incendies et tout ça, donc écoutez, si la chaîne ou les réseaux que je peux animer peuvent un tout petit peu adoucir ces moments qui sont quand même dans notre quotidien actuellement pas toujours évidents, bienvenue. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité et que quand même vous arrivez à profiter un tout petit peu de cet été 2026. Moi je vous retrouve dans 2 semaines, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite de merveilleuses lectures.